Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, le prince Albert II en déplacement dans l'ouest de la France. Le souverain, également duc de Mayenne, a entamé une visite de 2 jours, sa première dans le département. Nous rejoindrons notre équipe sur place. Dans ce journal également, le succès de la 3e édition de Monacolect. Près de 2 mois après son organisation, les chiffres que nous vous dévoilerons ce soir sur notre antenne révèlent un nouveau succès pour ce rendez-vous solidaire. Pierre Bardi, directeur général de la Société monégasque d'assainissement, sera notre invité. Morgan Freeman sera à Monaco en juin prochain. L'acteur légendaire américain recevra une nymphe de cristal lors de la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Nous rejoindrons à Paris le vice-président de l'événement, Laurent Pionce, pour évoquer cette actualité et la programmation du festival. L'art floral à l'honneur au concours international de bouquets, l'occasion de s'intéresser à une profession particulière où l'univers végétal nous raconte une histoire. Exemple ce soir avec Kevin Billard, fleuriste et décorateur du Palais Princier. Je vous le disais en titre, le prince Albert II est actuellement en déplacement dans les Pays de la Loire. Une visite de 2 jours qui l'a emmené dans un premier temps à Mayenne, une commune de 15 000 habitants qui est historiquement liée à la famille Grimaldi. On rejoint sur place Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Département situé dans la région des Pays de la Loire, la Mayenne offre la tranquillité de la campagne et une importante richesse culturelle. Mayenne révèle un patrimoine architectural riche où se côtoient églises centenaires et demeures bourgeoises. Chaque bâtisse raconte une histoire évoquant des siècles passés et des événements qui ont façonné son identité. Dans l'écrin pittoresque de Mayenne se dresse la silhouette imposante de la Barre ducale, témoin de l'histoire et gardienne des légendes qui a façonné la région. Les liens qui unissent Mayenne et la lignée des Grimaldi tissent aujourd'hui une trame mêlant passé glorieux et destinée croisée. C'est vrai que la visite du prince Albert II de Monaco nous honore puisqu'elle rappelle un fait historique et les liens qui existent entre le duché de Mayenne, le duc de Mayenne et le prince de Monaco, puisque ce sont les mêmes depuis qu'une descendante de Mazarin a épousé celui qui allait devenir le prince de Monaco. Et donc dans la dot, il y avait le duché de Mayenne. Les Mayennais sont attachés à leur histoire et lorsqu'on évoque ce lien particulier avec la famille Grimaldi, évidemment ça éclaire les sourires, les yeux et on voit une complicité. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment très, très heureux et très honoré de cette visite. Élevé comme un symbole de puissance et de prestige, le château de Mayenne est une ancienne résidence carolingienne du Xe siècle. Joyau historique niché au cœur de la ville, il incarne à lui seul des siècles d'histoire. Aujourd'hui métamorphosé en un musée, il captive les visiteurs à travers ses riches collections. À l'intérieur de ses murs, des salles rénovées abritent des trésors allant de l'Antiquité à nos jours. Avant la découverte de Mayenne, qui s'est faite en 1993, la découverte de ces vestiges carolingiens, le bâtiment civil le mieux conservé en Europe, il avait un peu plus de 4 mètres de hauteur de murs carolingiens conservés. Ici, on est sur 14 mètres. Donc c'est vraiment un bâtiment très très intéressant et conservé en une grande partie, puisqu'on a la salle d'apparat là-haut qui est visible, le cellier, la tour carolingienne qui conservait les appartements, et puis les fouilles archéologiques très importantes qu'il y a eu ici à la fin des années 1990 ont permis de découvrir des collections, des objets, du mobilier archéologique qui a été conservé, étudié, mis en valeur et qui est mis en valeur dans le parcours du musée. Puis aussi ce qui fait un petit peu le clou de nos collections, qui sont la collection de pièces de jeu, qui est la collection de pièces de jeu en matière dure d'origine animale la mieux conservée en France et une des plus importantes en Europe. Que l'on soit donc sur les rives de la Mayenne ou sous le ciel azuréen monégasque, les liens des Grimaldi et ses terres partagent ainsi un véritable témoignage de l'histoire. Et cette visite du prince souverain à Mayenne s'est clôturée au théâtre de la ville où il a assisté à la remise des prix du concours international de piano dont il est donateur depuis plusieurs années. Durant 3 jours, une quarantaine de candidats de 14 nationalités différentes se sont affrontés. 9 prix ont été attribués à l'issue de ce concours, dont celui du prince Albert II qui a salué la performance du pianiste russe Mikhail Kambarov. Le prince souverain a pu lui remettre en main propre cette prestigieuse récompense honorant donc ce jeune prodige de 24 ans.
De retour en Principauté pour découvrir à présent ces images tournées dimanche en fin de journée. La princesse Charlène félicitant les participants de la course cycliste caritative du Champagne and Auster Cycle Club. La 10e édition a une nouvelle fois relié Saint-Tropez à Monaco pour récolter des fonds, notamment pour la Fondation Princesse Charlène. Plus de 90 cyclistes ont pris part à ce rendez-vous cette année. Rappelez-vous, mi-février, le gouvernement princier et la Société monégasque d'assainissement, en partenariat avec la mairie de Monaco, organisaient la 3e édition de Monacollecte, un événement solidaire autour de la collecte, de la réutilisation des objets et du tri des déchets. Le rendez-vous avait connu un large succès et les chiffres que nous allons dévoiler en avant-première dans quelques instants le prouvent. Bonsoir Pierre Bardy. Bonsoir Amélie Rousseau. Vous êtes le directeur général de la SMA. Cette édition 2024 de Monacollecte aura une nouvelle fois mobilisé l'ensemble de la Principauté. Que révèlent les chiffres de cette 3e édition ? Cette 3e édition de Monacollecte en février 2024 a montré des chiffres en progression, notamment sur les dons qui ont été faits aux associations qui nous accompagnent sur cette manifestation, puisqu'on est passé de plus de 10 tonnes de dons l'an passé à cette année plus de 16 tonnes de dons. Donc ça veut dire qu'au niveau de la donnerie, des dons qui sont faits par les résidents, on est en progression. Le deuxième volet, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait une augmentation aussi des déchets, de la quantité de déchets ménagers spéciaux qui étaient apportés par les résidents, ce qui veut dire que le réflexe du tri au sein des foyers monégasques se fait, notamment avec un chiffre que je souhaite vous partager, c'est que nous avons récolté sur 2 jours plus d'1 tonne de ce qu'on appelle les D3E, les déchets électroniques et électriques, donc tout ce qui est ordinateur, piles, etc., qui sont une filière de recyclage tout à fait particulière. Et tous ces déchets ont été ensuite valorisés par les filières de recyclage et de traitement de la SMA. Quels enseignements tirer de cette 3e édition, Pierre Bardy ? Alors en effet, tous ces déchets sont ensuite valorisés dans les différentes filières. Moi, je tire principalement 2 enseignements. Le premier, c'est qu'on a véritablement ressenti un engouement de la population au travers des échanges qu'on a pu avoir avec chacun des résidents qui ont pu venir déposer ou donner lors de l'événement. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un véritable rendez-vous qui commence à s'instaurer avec les résidents. Et le deuxième, c'est que j'ai pu percevoir que notamment au travers de tous les ateliers qui sont organisés durant ces 2 jours, ateliers qui ont une véritable vocation pédagogique, on voit que tout le monde continue d'apprendre autour du déchet et de la valorisation des déchets. Donc à la fois un rendez-vous qui s'instaure dans le calendrier des résidents et à la fois beaucoup de pédagogie aussi sur les déchets. Oui, vous mentionnez les ateliers auxquels ont participé les élèves de la Principauté. C'est important aussi de mobiliser la jeune génération face à ce défi ? C'est très important, c'est eux qui vont hériter de la planète demain. Ce sont plus de 800 jeunes cette année qui ont été sensibilisés, à la fois au travers des ateliers, à la fois au travers des conférences qui avaient pu avoir lieu en parallèle de la manifestation. Donc véritablement, ils font partie de nos priorités sur ces ateliers. Et est-ce que les chiffres que vous nous avez cités traduisent également le grand intérêt des résidents monégasques, de leur intérêt au tri des déchets, à la réutilisation de leurs objets ? Vous les sentez concernés ? Clairement, on les sent très concernés. Moi, j'ai pu être sur la manifestation durant les 2 journées. Tous les échanges qu'on a pu avoir avec les résidents qui sont venus les apporter avaient pris soin de trier, étaient vraiment en recherche d'informations par rapport aux filières, aux valorisations. Ça, c'est la première chose. On a pu voir aussi qu'il y avait pas mal de gens qui pour certains, connaissaient la mini-déchetterie que nous avons et qui est ouverte, j'en profite, tous les jours de la semaine, de 9h à midi et ensuite de 13h15 à 17h et également le samedi matin, rue du Gabian, où tout au long de l'année, n'importe qui peut apporter ces déchets ménagers spéciaux et ensuite ils seront valorisés et dans les filières qu'il le faut. Donc véritablement un bel engouement des résidents pour le geste du tri qui est primordial. Oui, parce que Monacollecte se déroule 1 fois par an, mais le tri des déchets, c'est toute l'année. Le tri des déchets, c'est toute l'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer aussi que nous avons un projet qui va bientôt voir le jour avec le concours du gouvernement princier d'instaurer une mini-déchetterie mobile. Le principe est assez simple, de pouvoir se déplacer avec une mini-déchetterie dans une petite camionnette à différents endroits de la Principauté, 1 fois par mois, le samedi matin,
pour pouvoir accueillir et proposer à chacun d'entre nous, à chaque résident, la possibilité de pouvoir apporter en bas de chez lui ces déchets ménagers spéciaux pour qu'ils soient ensuite valorisés dans les filières appropriées. Eh bien, merci beaucoup Pierre Bardy de nous avoir fait la primeur de cette annonce et d'avoir fait le point avec nous sur Monaco Info de la 3e édition de Monacolect. Est-ce que ce rendez-vous pourrait se dérouler plusieurs fois par an à l'avenir ? Alors, de notre côté, on souhaite bien entendu renouveler l'édition l'an prochain. Nous sommes pour l'instant pour parler avec le gouvernement pour pouvoir trouver une date, pour l'instant, sur l'année 2025. Et on restera attentif aux dates de la prochaine édition de Monacolect. Merci Pierre Bardy. Merci à vous. On passe au sport avec tout d'abord le podium de Charles Leclerc au Grand Prix de Miami, remporté par Lando Norris. Le pilote monégasque a déclaré avoir fait de son mieux sur cette course où il a terminé 3e. Il a estimé avoir encore manqué d'un peu de rythme. Prochain rendez-vous le 19 mai avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. En basket, après sa défaite en championnat hier face à Cholet, la Roca Team est désormais plus que concentrée sur son prochain duel, capital pour la suite de l'aventure en Euroleague. Les Monégasques reçoivent le Fenerbahçe mercredi pour le match 5, une rencontre qui s'annonce déjà bouillante et à guichet fermé. On se souvient encore des tensions qui ont eu lieu en fin de match vendredi dernier. Et bien ce week-end, le club turc a été condamné à verser 30 000 € pour l'envahissement du terrain contre Monaco et Istanbul. Jeroen Blossomgame a lui écopé d'un avertissement. Dans la course à la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Théo Andan et le relais 4x400 français ont malheureusement raté le coche à Nassau, aux Bahamas. Le licencié de l'AS Monaco Athlétisme et ses coéquipiers ont échoué à obtenir une qualification directe pour les JO. Les vice-champions du monde peuvent encore se qualifier via les bilans mondiaux. Nous l'avons appris aujourd'hui, Morgan Freeman sera à Monaco en juin prochain. Il recevra une nymphe de cristal lors du 63e Festival de télévision de Monte-Carlo. Les organisateurs de l'événement ont dévoilé l'information lors d'une conférence de presse à Paris où les détails de la programmation ont également été présentés. Rejoignons en plein cœur de la capitale Laurent Pionce, vice-président du Festival de télévision de Monte-Carlo. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous avez donc dévoilé à Paris aujourd'hui la programmation de la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. De grandes annonces ont été faites, notamment la présence d'une légende américaine, Morgan Freeman. Oui, tout à fait. C'est un honneur pour nous de d'accueillir cette véritable légende du grand et du petit écran. D'ailleurs, il y a un lien important cette année, puisqu'il est également le producteur de la série que nous diffuserons en avant-première mondiale lors de l'ouverture de Grey House. Donc c'est en plus on aura donc notre président d'honneur, le prince Albert II de Monaco, lui remettra la nymphe de cristal, comme il a fait auparavant, notamment à Chicky Cario, Michael Douglas, Damelan Niren. Et cette année, ça sera donc Morgan Freeman. On est très très contents. Ça démontre une fois de plus la notoriété, la qualité du festival et sa crédibilité également. Qu'est-ce que raconte The Grey House, donc cette série produite par Morgan Freeman et Kevin Costner en même temps? Oui, ça parle de justement ces femmes qui, pendant la guerre de sécession, ont permis justement une victoire. Donc tout ça s'est passé dans l'ombre, une victoire du nord sur le sud, donc de l'abolition de l'esclavage. C'est une très très belle série de Paramount avec un thème très très fort. Autre grand nom qui sera honoré lors du festival, c'est le réalisateur français, Olivier Marchal. Lui recevra une nymphe d'honneur, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc, Olivier Marchal, bon, en plus pour moi, ça me fait très plaisir parce que c'est un acteur-réalisateur que vraiment j'adore. D'ailleurs, il reçoit le prix donc de la nymphe d'honneur. Pareil, c'est le souverain qui remettra ce prix à Olivier Marchal. Et juste pour vous donner un petit peu le niveau de ce prix, c'est Dick Wolf auparavant, c'est Jerry Bruckheimer, c'est Darren Star, c'est énorme. Et là aujourd'hui, donc Olivier Marchal, qui pour moi donc sa réputation, ses compétences, ses qualités de réalisateur dépassent nos frontières, c'était tout à fait normal de lui rendre hommage. Et il va venir au festival avec ses acteurs, je pourrais dire fétiches autour de lui. Ça va être une très très belle soirée et je suis très très content à titre personnel d'accueillir Olivier Marchal. Autre grand moment, Laurent Pionce, ce sont les 50 ans de la petite maison dans la prairie qui seront célébrés à Monaco en présence de plusieurs acteurs de cette série culte. Oui, tout à fait. Tout le cast sera présent, dont les principales actrices.
Donc pour nous, ça également, c'est une marque de notoriété du festival, car c'est la première fois qu'ils vont apparaître comme ça en Europe, et c'est au Festival de télévision de Monte-Carlo. Donc la petite maison de la prairie, c'est pas la peine qu'on présente la série, hein, elle a traversé plusieurs générations, tout le monde la connaît, ma génération, génération d'avant, les générations d'après. Non, on est vraiment très contents, c'est super pour le festival de télévision et pour la Principauté de Monaco, rendre hommage et célébrer les 50 ans de cette série. C'est vraiment très très bien. Ouais, c'est une série qui est encore diffusée actuellement à la télévision. Laurent, le festival permet aussi de découvrir des programmes émergents qui ne sont pas encore connus du grand public. On le rappelle notamment que vous avez été les premiers à recevoir les acteurs de Game of Thrones à Monaco, alors que le programme venait à peine d'être lancé aux États-Unis. Hein. Ben oui, complètement. Notre objectif et ma responsabilité, c'est d'être précurseur. Donc, de procéder au festival de télévision, au lancement de séries à succès. Donc, on peut se tromper, on peut très bien faire un lancement au festival de télévision et après, la série ne marche pas. Mais généralement, toutes les séries qui ont été lancées au festival de télévision, comme vous venez de le dire à juste titre, donc Game of Thrones, on a eu... les experts également. Les experts, on a eu Lost. C'est vrai que cette année aussi, on a plus de 4 ou 5 avant-premières mondiales qui seront diffusées dans le cadre de la compétition tout au long de la manifestation. Donc, pour nous, c'est très important de pouvoir présenter au public, aux professionnels et aux médias des contenus qui n'ont pas encore été diffusés. Oui, vous faites bien de le rappeler, ce festival est une compétition puisqu'il y a des nymphes d'or en jeu. Oui, on clôturera le festival avec la remise des prix, donc la remise des nymphes d'or. Donc cette année, c'est à nouveau 9 programmes en compétition dans la série fiction, puisque là, il y a 2 catégories principales, la fiction et l'actualité documentaire. Donc nous projetons tout au long de la manifestation, comme je l'ai dit, donc les programmes de fiction, et nous remettons, donc un jury remettra les prix, les nymphes d'or à la fin de la manifestation lors de la remise des prix au programme vainqueur. Laurent Pionce, est-ce que vous êtes d'accord si l'on dit que le festival est le rendez-vous des passionnés du petit écran? C'est un rendez-vous qui est très proche du public. Hein. Tout est fait pour que le public fasse partie intégrante de l'événement. Oui, ça a été une de mes volontés quand j'ai pris la direction du festival de télévision. Je pensais qu'il était très important d'associer le public au festival de télévision, ne serait-ce que pour le promouvoir. Et bon, j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, le public fait une promotion très importante pour le festival de télévision. Et il faut continuer dans cette voie-là. Et en plus de tout cela, en Principauté de Monaco, on a une chance inouïe, c'est la sécurité. Donc, on peut permettre aux fans de rencontrer leurs stars préférées, leurs idoles, je peux même me dire, et de les rencontrer dans des conditions optimales de sécurité. Et la notoriété de ce festival se fait grâce notamment aux grands noms que vous recevez à Monaco chaque année. Comment on fait pour attirer autant d'acteurs de réputation internationale en Principauté? C'est un petit peu la notoriété qu'a acquis le festival depuis des dizaines d'années. Chaque année, le festival a pris de l'ampleur, a pris de l'importance, de la crédibilité. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on a une confiance très importante et qui n'est pas remise en doute des studios américains et européens. Merci beaucoup Laurent Pionce. On rappelle, la 63e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo aura lieu du 14 au 18 juin prochain au Grimaldi Forum et l'ensemble de la programmation est à retrouver sur tvfestival.com. Merci beaucoup Laurent. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Intéressons-nous à présent à une profession mise en valeur. Lors du 55e concours international Le Bouquet, le métier de fleuriste passionne comme il fascine. Ce week-end, une équipe de Monaco Info a pu le constater en suivant la démonstration du fleuriste et décorateur du Palais Princier Kevin Billard. L'art floral vous est dévoilé ce soir dans ce reportage de Théo Schumer et Hugo Comaza. Il s'appelle Kevin Billard. Son métier, orner le palais princier de 1000 fleurs, mais aujourd'hui, c'est au Yacht Club de Monaco qu'il a délocalisé sa passion. Le fleuriste a proposé 3 démonstrations dans le thème du concours de bouquets Mer et Océan. L'oursin bleu, dont la base est faite de plus de 4000 cure-dents, la vague, au ton plus contemporain, et enfin le cocon, coup de cœur du créateur. Pour moi, ça a été un véritable plaisir de pouvoir créer cette œuvre complètement fantastique. C'est pour moi une interprétation véritablement imaginaire des fonds marins, un petit peu des abysses. Et c'est aussi une chance de pouvoir travailler avec des végétaux de saison
des végétaux qui ont une curiosité. Je pense que je me suis perdu moi-même en fait au fond de la mer. Tous les fleuristes ont à cœur une notion qui est primordiale, c'est l'émotion. Si on arrive à transmettre notre émotion du moment ou l'émotion qu'on peut ressortir à l'intérieur d'une création, c'est quelque chose qui est réussi. Et à en juger les visages, l'émotion a bel et bien été transmise. Kevin Billard, aussi deuxième meilleur fleuriste de France 2022, a confectionné ses œuvres en direct et en interaction avec le public. Pivoine, Feuille d'Anthurium ou encore Gloriosa, même les noms ont envoûté les spectateurs. Après 1 heure de confection, le public est conquis. Magnifique, c'est la première fois que je viens, j'en avais toujours entendu parler, mais voilà, je trouve que c'est un très très beau travail, voilà, de belles couleurs et ça mérite vraiment le déplacement. Cette année vraiment c'est le summum, hein. C'est merveilleux. Tout le thème était très inspirant, en plus cet endroit est magnifique, donc on a vraiment de la chance et j'ai trouvé vraiment magnifique, bravo. Je trouve que c'est génial. Déjà, la préparation, c'est très importante, très difficile en plus. Il faut vraiment avoir l'habilité de savoir faire la composition. Des œuvres et des sourires pour refermer en beauté ce concours international de bouquets 2024. Kevin Billard, lui, reprend la direction du palais pour continuer de faire fleurir des émotions. Après lui, le mois de mai sera rythmé par 2 grands prix en principauté, le Grand Prix historique et le Grand Prix de Formule 1. Des événements que l'artiste peintre Alan Walsh apprécie tout particulièrement et l'inspire. Il expose actuellement dans sa galerie d'art sa nouvelle collection baptisée Extraordinary Automotive. Émilie Terrasson et Thomas Deus l'ont rencontré. C'est dans les paysages de la Riviera qu'Alan Walsh puise son inspiration. Ce Britannique, aujourd'hui résident en principauté, a toujours été un grand admirateur du sport automobile. Sa passion pour l'art et pour les voitures puise ses racines dans son enfance. My father worked in motorsport. He built racing cars. So from an early age, I was sort of inspired by watching the Monaco Grand Prix on television. My mum worked in fashion, so the new collection is a sort of a combination of females and fashion and my father's background in motorsport, injected with lots of colour, blue skies of Monaco, Lovato Beach and the simplicity of the old cars, which I think are works of art in themselves. Pendant sa jeunesse, il a participé au championnat britannique de karting junior dans la même équipe que Lewis Hamilton, à présent pilote de Formule 1. Aujourd'hui, c'est avec son pinceau qu'Alan donne vie à sa passion. It was a pleasure to display them at the Prince's Car Collection. That was an honour to launch the collection there. To be here for the Grand Prix, I wasn't able to race in the Grand Prix, but to exhibit as part of the Grand Prix, it's very special. Ses œuvres sont visibles dans sa galerie, juste en face de la boutique de l'Automobile Club de Monaco, rue Grimaldi. Par ses peintures, il souhaite donner de la joie de vivre à toute personne qui les regarde. Une exposition à découvrir jusqu'au 31 mai prochain. On reste rue Grimaldi pour découvrir l'enseigne qui est mise à l'honneur ce soir dans votre nouveau numéro de Ceux qui font Monaco, un endroit qui vous permet par exemple de garder précieusement des souvenirs, des moments marquants que vous souhaitez conserver sur papier glacé. Bonsoir Christinda. Oui, aujourd'hui on se retrouve rue Grimaldi pour parler d'une petite boutique où vous êtes sans doute passé au moins une fois dans votre vie, puisqu'il s'agit de la première ou alors plutôt de la dernière boutique de photos en principauté. Nous parlons de Riviera Photo. Ce lieu a toujours été donc ici en fait, et ça a été créé par la famille Tourné, donc en 1923. Ça a duré jusqu'en 1970, je pense. Après, il y a eu la famille Badia. On a commencé ici en tant qu'employé, en fait. Voilà, donc on a fait tourner la boutique par rapport à notre associé on s'est associé par la suite avec la personne qui était notre employeur. C'est François qui est arrivé ici en tout premier. Parce que donc notre associé, donc, qui est malheureusement décédé, donc lui avait demandé de venir faire des photos parce qu'il était passionné par la photo. Et donc ensuite, de fil en aiguille, moi qui étais une petite jeune à l'époque,
Voilà, j'avais besoin de faire donc des jobs d'été et il m'avait proposé de venir travailler avec lui. Et ce qui fait qu'après, j'ai tellement adoré l'ambiance, la diversité du travail, faire les photos, le studio, enfin tout ça. Donc du coup, je suis restée de 1990 à de nos jours. Voilà, c'est nous. 33 ans que cette collaboration dure. Qu'est-ce que vous proposez justement à la clientèle? Alors, on fait plein de choses diverses. Bon, déjà au niveau du labo, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a le studio, le labo et les reportages. Voilà, c'est 3 vraiment activités différentes. Hein. On fait tout ce qui est grand format, voilà, des tirages comme ça. Puis on vend du matériel, des cadres, des albums. Voilà, ça c'est la partie labo. Ensuite, il y a la partie studio. Donc le studio, on prend des rendez-vous, on fait les enfants, les bébés, les familles, enfin tout ça. Voilà. Et ensuite les reportages. Nous faisons les livres-albums. Voilà. Donc ce sont des livres-albums où dedans, donc les clients nous envoient les photos par WeTransfer, par exemple, une centaine de photos à peu près, et on les retravaille toutes, une à une. Voilà, ce qui fait que le livre-album après reste vraiment très très bien. On fait tout ce qui est identité. Alors là, il y a pas mal de diversité au niveau de la population, donc du coup on fait tous les visas, les différents passeports, enfin voilà, il y a je ne sais plus combien de nationalités. On est constamment en train d'étudier les nouvelles normes, tout ça on les connaît vraiment par cœur. Parce que nous, avec les 130, 140 normes différentes qu'on a au niveau des formats, toutes les ambassades envoient chez nous pour des raisons non pas pour des raisons de monopole, hein, pour des raisons d'acceptation. Chaque pays a sa touche différente. L'Allemagne, il faut mettre les yeux plus haut. L'Italie, il faut être très très près. Monaco, c'est un petit peu moins loin. Enfin bon, voilà, et chacun a mis sa patte. Et on a le droit de sourire dans certains pays? On n'a pas le droit de sourire. Sauf pour le permis à Monaco. Voilà. Donc en fait, les gens sont contents parce que quand on leur dit vous pouvez sourire, ils sont ravis. Voilà, parce qu'à force de leur dire ne souriez pas, c'est vrai qu'ils aiment bien la joie, la bonne humeur. Donc voilà, le permis monégasque permet encore de sourire. Studio photo, reportage, création numérique, album photo ou encore tout simplement photo d'identité. Vous l'aurez compris, cette petite boutique à tout d'une grande, elle vient de fêter ses 100 ans d'existence. Elle est l'une des dernières de la région et elle vous accueille à Monaco du lundi au vendredi. Frédéric Elion nous a rejoint pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric. Quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Une journée en 2 temps, Émilie, un ciel très nuageux le matin, puis progressivement, les nuages vont se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés mardi 7 mai. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Gisèles. Merci Frédéric. Une dernière information avant de nous quitter. 2 nouveaux invités sont venus enrichir la longue liste de personnalités de Monaco Info, le podcast. Le cofondateur du groupe de restaurants Big Mama, Tigran Sedou, et Caroline Rouguignon-Vernin, présidente du CESE et de l'Ordre des pharmaciens, se sont confiés au micro de Geneviève Berthy. Ces entretiens sont d'ores et déjà disponibles à l'écoute sur Deezer, Spotify ou encore Ocha. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez nos experts foot, Christophe Paco et David Ducci. Ils reviendront bien évidemment sur l'actualité de l'AS Monaco, déjà assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Belle soirée à tous.